Il y a quelque temps, quasiment un mois, un livre est paru. Et alors, ce livre, qui s'appelle Travail du soin et soin du travail, c'est quand même un truc de dingue, parce que le sous-titre le sous-titre de ce livre, c'est Préserver la valeur intangible de la relation au sein d'organisations en tension. Alors mes amis, si c'est pas ce qui se passe en ce moment, il va falloir m'expliquer. Et justement, pour en parler, on accueille l'un de ses auteurs, Didier Vino. Bienvenue. Salut Benjamin. Tu as des qualités de devin ou ce livre, comment ça se passe? Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant en fait? Alors, en fait, c'est une histoire qui remonte à il y a 3 ans, puisque ce livre, c'est le fruit de la production d'une chaire de recherche qu'on a créée et qui s'appelle Les valeurs du soin. Cette chaire, elle est unique en Europe parce qu'elle est à la fois co-dirigée par un chercheur en management, moi-même, et un chercheur en philosophie. Et pourquoi on a fait ça? Parce que on trouvait que dans le domaine du management, on était souvent dans la recherche de réponses en comment, et que dans la philo, il se pose beaucoup de questions en pourquoi. Et on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de rapprocher les comment et les pourquoi pour essayer d'être un peu moins bête dans nos pratiques et puis quand on se pose des questions peut-être un petit peu plus générales, eh bien se dire mais quel impact ça peut avoir sur la réalité. Et puis avec mes collègues, on s'intéressait sur les problématiques de l'hôpital, les problématiques des soignants, parce que, bah, vous le voyez là en ce moment, ils sont en première ligne, mais la crise des systèmes de santé, c'est quelque chose dans le monde occidental, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Et donc, nous, dans notre chaire de recherche, on s'est interrogé sur ces questions-là. Alors, on a écrit un premier ouvrage il y a 1 an et demi qui s'appelait Les valeurs du soin. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Et puis, cet ouvrage avait eu un peu de succès et on nous a demandé du coup d'écrire la suite. Et c'est comme ça que, donc, il y a un mois, nous avons sorti Travail du soin et soin du travail. Et c'est un ouvrage qu'on a écrit à plusieurs, on est une dizaine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que d'intelligence collective. Celui qui peut prétendre trouver une nouvelle idée à lui tout seul, c'est soit un fanfaron, soit un illusionniste, mais la réalité aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est dans le partage des connaissances et des idées. Et donc, avec Jean-Philippe Pierron, mon collègue philosophe, et Elisa Schell, qui est une collègue politiste, on a donc essayé de réfléchir sur ce que signifiait le travail du soin, surtout le soin du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le soin du travail? C'est finalement la qualité qu'on en apporte à l'autre, la qualité de la relation. Ce que certains, il y a quelques années, appelaient le care. Euh, les méthodes qu'on emploie dans le monde du travail aujourd'hui, que ce soit des questions de prestation, sont, doivent systématiquement être mesurées. Et nous, ce qu'on dit dans cet ouvrage, c'est qu'on confond le mesuré et le mesurable. C'est-à-dire qu'on croit que ce qu'on mesure avec nos outils qui ont été élaborés hier permettent de bien comprendre la qualité de nos relations. Et nous, on essaie de démonter ça en disant, mais non, ils n'ont ce que le fruit du passé. Et si on veut inventer de nouvelles relations dans le monde de l'entreprise et dans les organisations en général, qui puissent se fonder sur les perspectives les plus innovantes qu'on a aujourd'hui, eh bien, il faut aussi inventer des nouveaux outils de mesure. Et aujourd'hui, on ne les a pas, ces outils. Alors, peut-être que je te côtoie par ailleurs, notamment grâce au CJD. Tu es assez fort avec les mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mot relation? Il y a quoi derrière ça en fait? Parce que c'est exactement le thème que tu es en train d'aborder pour moi. C'est il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on attend à la racine, au fond en fait. La relation, c'est ce qui s'oppose à l'institution. Si tu prends une entreprise, une organisation, l'institution, elle se situe, elle va être définie dans un organigramme, elle va être définie dans des statuts juridiques, elle va être définie dans un process de production, elle est définie oui, dans le produit. La relation, c'est tout ce qui va relever plutôt de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de chercheurs, l'intangible. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intangible? C'est ce qui est difficilement mesurable. Comment tu peux mesurer la qualité d'une relation? Tu utilises un questionnaire de satisfaction auprès de tes clients peut-être. Mais ce questionnaire de satisfaction, dans la manière avec laquelle il est construit, il introduit déjà des biais. Ce questionnaire de satisfaction, rien que dans la forme, il préconditionne le résultat. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer complètement.
et qu'aujourd'hui, on a des dérives qui sont tellement marquées par des outils et des méthodes managériales qu'on croit mesurer, par exemple, une qualité de la relation au sein d'une entreprise ou avec des clients, alors qu'en fait, on est complètement à côté de la plaque. On mesure simplement, par exemple, un taux d'insatisfaction. Je pourrais te donner, par exemple, un exemple très à la mode, c'est la qualité de vie au travail. Ça, c'est le truc dont on nous rabat les oreilles en permanence. C'est censé être au cœur de la relation. Sauf qu'aujourd'hui, quand on veut mesurer la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'on regarde? On fait de la mesure de risques psychosociaux, c'est-à-dire des expressions négatives qui, par leur existence, eh bien, vont inciter les professionnels, les chefs d'entreprise ou les cadres ou les DRH à se focaliser sur la nuisance beaucoup plus que sur ce qui fait la qualité de la relation. Eh bien, cette idée, par exemple, de la QVT, de la qualité de vie au travail, qui se mesure uniquement par des risques psychosociaux, c'est quelque chose en fait qui est très ancré dans une représentation du monde et dans l'idée que l'on se fait de la nature du travail dans l'entreprise. Par exemple, ça renvoie étymologiquement au sens tout premier du travail. Vous le savez certainement, c'était le tripalium, un instrument de torture qui était utilisé chez les Romains et donc à la souffrance. Donc, quand vous avez une représentation mentale qui vous fait dire que la relation au travail, c'est lié à une forme de souffrance originelle, eh bien, votre inconscient va vous amener à bricoler des outils et des méthodes qui eux-mêmes vont être négatifs et associés à cette idée de lutte contre la souffrance. Et cette approche historique, elle a été très longtemps dominante. Elle a culminé dans les années 60 avec des chercheurs comme Herzberg qui avait élaboré une théorie de ce qu'on appelait la conception adamique du travail. Ça veut dire que l'homme doit se racheter par le travail. Et puis aujourd'hui, ça ressort avec l'accélération des rythmes et le mythe du changement permanent. Alors, à leur manière, un autre exemple, vous pouvez prendre les outils de mesure d'égalité hommes-femmes dans les organisations qui conduisent bah, à appuyer des argumentations idéologiques au service de ceux qui portent ces discours, et ce, complètement en déni des pratiques effectives des collectifs de travail. Pour le dire autrement, peut-être de manière plus concrète, dans un contexte donné, quand tu as plus de femmes dans une organisation, on va dire que c'est une bonne chose, alors que dans un autre contexte, on va dire que ça signifie des conditions de travail dégradées. Autrement dit, quand on utilise des outils de mesure de la qualité de la relation, eh bien, il faut toujours essayer de remonter en amont aux valeurs sous-jacentes, à l'idéologie qu'il y a derrière ces outils, et c'est ce que nous appelons dans notre ouvrage la valeur intangible. Ça me fait penser je comptais faire une vidéo prochainement là-dessus. Moi, je suis joueur de jeux vidéo, donc je le cache à personne, et j'en suis fier. Il y a un jeu qui s'appelle Civilization, où en fait on a entre les mains une civilisation. On part de l'âge de pierre et on l'amène jusqu'à faire décoller des fusées. Et donc on a chacun une civilisation différente, et on a des villes dans ces civilisations. Et concrètement, ce qui se passe quand on fait des routes commerciales entre des villes de notre civilisation, ou alors des routes commerciales entre une ville de notre civilisation à une autre ville d'une autre civilisation, eh bien, il y a de l'argent qui est généré, ça c'est sûr, c'est le rapport marchand, ils sont là pour échanger des marchandises, voilà. Mais il y a aussi de la production qui est générée pour notre ville, il y a de la nourriture, il y a de la culture, il y a de la foi et il y a de la science. Et en fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que on mesure que l'argent, peut-être les gens sont contents ou ils s'y plaisent et encore c'est biaisé, mais il y a tout un pan de la relation avec nos clients, même interpersonnels dans les boîtes, dans les entreprises, qui n'est pas mesurable. Est-ce qu'il faut les mesurer? C'est pas sûr. Mais alors, quels sont les signes que tu dirais que concrètement on a réussi à fluidifier les rapports à tout niveau? Enfin, il y a des choses qui se passent quand on y arrive? Oui, avant de répondre directement à ta question, la différence, tu sais à quoi elle tient? Elle tient à un petit s. C'est la différence entre la valeur au singulier et les valeurs au pluriel. Dans le monde économique, quand on parle de la valeur au singulier, on sous-entend systématiquement la valeur économique. Donc, en gros, ce qui serait important dans le monde de l'entreprise, dans nos flux économiques, c'est uniquement ce qui est générateur de valeur au sens économique. C'est la définition de Michael Porter qu'il remet un peu à toutes ses sauces. Et pour lui, quand tu pousses l'approche de Porter très très loin, on considère que tout doit être amené à une valeur économique. Or, il y a des valeurs au pluriel
qui, elles, effectivement, sont difficilement mesurables, ou en tout cas sont mesurables par d'autres indicateurs qui pourraient être ce que moi j'appelle des indicateurs de fluidité. Alors, les indicateurs de fluidité, ils renvoient à une autre conception de la cité, mais aussi de nos vies, de nos relations. Et cette autre conception, elle a été pensée par un philosophe contemporain qui s'appelle Zygmunt Bauman. C'est un Polonais qui a théorisé ce qu'il appelle la société liquide. C'est-à-dire que ce qui est le plus important aujourd'hui dans notre société, c'est pas les institutions, c'est pas les statuts, c'est pas les organigrammes, c'est justement la fluidité des liens entre les uns et les autres. Alors pour essayer d'élaborer, d'évaluer pardon, cette qualité relationnelle, comme tu me le demandes, Benjamin, moi j'utilise une grille utilisée par une philosophe américaine, qui est une femme absolument géniale. Là, on a tous un petit peu de temps, on est confinés. Alors, je sais que pour se faire livrer des bouquins, c'est pas toujours évident, mais allez-y, profitez-en. Cette femme géniale, elle a travaillé dans le passé avec Amartya Sen, elle s'appelle Martha Nussbaum. Elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est pas une philosophe du travail, mais elle va s'intéresser à ce qui fait notre dignité humaine. Elle va s'intéresser à ce qui fait que nous sommes chacun d'entre nous des êtres vulnérables. Et l'histoire du coronavirus, elle nous le rappelle cruellement que, bah oui, on n'est pas invincible, qui qu'on soit. Et donc, pour Martha Nussbaum, cet indicateur de la fluidité des bonnes relations sociales, elle se mesure par ce qu'elle appelle, alors je fais une traduction néologique, par ce qu'elle appelle les capabilités. On pourrait le traduire en français par capacité, mais capacité, c'est un peu appauvrissant par rapport aux mots qu'on emploie au quotidien. Donc, moi, je préfère garder ce terme capacité. Alors, ça renvoie à quoi? Ben, est-ce qu'on peut mieux prendre soin des personnes qui travaillent pour éviter leur souffrance et protéger les personnes? Quelles sont les conditions de travail qui peuvent contribuer au bien-vivre à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective? Et Martha Nussbaum, elle nous fournit 10 capacités centrales qui permettent de dire que quand ces 10 indicateurs ils sont remplis, tu peux estimer que la qualité de la relation, elle est bonne. Alors, il y a des choses qui peuvent vous sembler très banales, mais resituez-les dans le monde de l'entreprise. Ben, c'est d'abord, dans ces capacités, c'est d'abord la vie. Le fait que nous puissions nous réaliser, être vivants, pleinement vivants dans le monde du travail. C'est aussi la santé du corps, tout bêtement. Si on n'est pas bien dans son corps, on ne va pas se réaliser facilement. Alors ça, c'est des évidences, c'est de premiers critères. Mais après, vous allez trouver l'intégrité du corps, l'appel au sens, la valorisation de l'imagination et la pensée. Est-ce que, par exemple, dans les entreprises, on est capable de mettre en situation des collaborateurs qui vont valoriser leur imagination et leur pensée? C'est la reconnaissance des émotions. C'est aussi la raison pratique. La raison pratique, c'est quelque chose de très simple. C'est quand tu confies une tâche à quelqu'un, est-ce que cette personne, elle voit quel est le sens de sa tâche? Est-ce qu'elle sait à quoi ça sert ce qu'elle fait? Ça vous renvoie à toutes les problématiques des bullshit jobs qui sont largement connues aujourd'hui. Vous avez des gens qui vont gagner énormément d'argent dans leur boîte ou dans leur métier, mais qui ont oublié toute raison pratique. Mais c'est pas que ça. La qualité des relations dans le monde du travail, c'est aussi l'affiliation. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation? C'est être capable de vivre avec et pour les autres, d'avoir les bases sociales du respect de soi et de la non-humiliation. Dans quelle mesure une organisation, elle permet de réaliser concrètement ce type de qualité relationnelle. Il ne s'agit pas là d'être simplement dans l'injonction et de dire il faut, c'est très bien, il n'y a qu'à. Non, 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 c'est comment la relation entre un chef d'entreprise et ses collaborateurs ou avec ses clients, elle peut se manifester concrètement autour de cette question du respect de soi. Mais Martha Nussbaum va même encore au-delà. Elle nous interpelle en disant mais le respect des autres espèces. Donc là, vous avez toute la dimension liée à l'écosystème en général dans lequel nous nous situons, qui doit être intégré dans l'évaluation de la qualité de ces relations. Mais plus intéressant encore, elle dit, et le jeu. La qualité relationnelle, c'est quelque chose qui doit être ludique. Est-ce qu'on est capable, à nouveau, encore, de jouer dans nos entreprises aujourd'hui? Alors, par un jeu, c'est pas se faire une partie de baby-foot à 14 heures pour se passer le temps. Non, c'est qu'est-ce qui fait que dans la relation que j'entretiens avec l'autre, je peux y trouver une forme de plaisir.
Et puis enfin, elle conclut, dernière capacité par le contrôle sur son environnement politique et matériel. Et là, on est carrément au cœur de la crise du coronavirus. Ce qui fait qu'on est tous ramenés aujourd'hui à des critères d'égalité, mais c'est parce qu'on est soumis à un indicateur qui nous échappe tous et parce qu'on a perdu contrôle sur notre environnement. Et les injonctions politiques qui nous sont soumises aujourd'hui par rapport à l'exigence du confinement, ça peut être aussi, même si ça nous déplaît à court terme, ça peut être aussi le retour espéré peut-être, le retour du politique sur un contrôle de nos environnements économiques et naturels. Peut-être qu'on pourra se saisir de ces questions-là et qu'on pourra aussi les traduire dans le monde de l'entreprise. Ça se traduit aussi très concrètement par le fait qu'un chef d'entreprise puisse dire, bah, voilà, il y a des éléments de contexte généraux, mais moi, qu'est-ce que je contrôle? Est-ce que dans mon discours, je suis capable de dire autre chose que bah, on est tous soumis aux mêmes règles, c'est la règle du jeu commercial, de la concurrence généralisée, finalement une espèce de déterminisme, de fatalisme qui fait que l'on perd le contrôle de notre environnement politique et matériel, le contrôle de notre destin pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour chaque individu qui constitue la société. Merci pour ton intervention. C'est très dense, très riche, comme d'habitude. Et ça fait mouliner. Effectivement, je pense qu'on est un peu dans la même dynamique de se dire alors le monde de demain, comment il va être impacté par ça? Et quelque part, il y a une croisée des chemins qui fait que peut-être on va avoir le temps de s'inspirer par cette pause forcée de remettre en cause des trucs qu'on a toujours fait comme ça, en fait. Parce que maintenant, on peut changer quand même. Et la preuve, c'est que là, on est en train de changer. On est confiné depuis 5 jours. Ça change déjà, en fait, c'est palpable. Donc, à voir ce qui va se passer dans la suite. Merci Didier d'être intervenu et on te dit à une prochaine, quand tu veux, évidemment. Voilà, merci. Avec grand plaisir, Benjamin. Et merci pour Flex TV, c'est génial. Merci. Au service.